Bonjour à tous, je vous salue de la part de l'Alliance française de Lima, des Alliances françaises du Pérou et du groupe de centres culturels européens appelé EUNIC, European Union National Institute for Culture. EUNIC travaille depuis plusieurs mois maintenant un projet culturel bicentenaire pour le Pérou, avec l'Europe, avec l'Union européenne. Buenos días con todos, con todas. Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Les saluda el director general de la Alianza Francesa de Lima, de las Alianzas Francesas del Perú y también presidente del conjunto de centros culturales europeos llamado EUNIC, el cual trabaja con la Unión Europea un proyecto cultural europeo para el Bicentenario del Perú. Esta actividad de laboratorios de cine, de talleres de cine, se encuentra enmarcada en ese proyecto cultural bicentenario para acompañar también el Festival de Cine Europeo. Se ha dado inicio ayer, anoche, en el Festival de Cine Europeo. Así que estamos todos conectados. Vamos a pasar al francés. Los que nos están viendo en redes, a través de la página Facebook de la Alianza, antes de pasar al francés, les informo que para tener la traducción en español, tendrían ustedes que entrar al Zoom. Le vamos a colocar ahora mismo, está en el copy del post del Facebook, la dirección Zoom para poder ingresar a la cuenta Zoom y así conectarse ustedes desde el Zoom y tener acceso a la cabina de traducción con nuestra querida intérprete Claudia, que les hará la traducción en vivo, intérprete en vivo al castellano. ¿Listo? Entonces ustedes seguirán todos los pasos, ingresar a la cuenta Zoom y luego dar clic a la pequeña tierra marcada interpretación abajo y ahí ubicar ustedes su cabina español o francés, pero bueno, el francés lo seguiremos haciendo en vivo y para tener entonces el canal español, ingresar a la cuenta Zoom para los que nos están escuchando y viendo en redes. Bueno, ahora pasamos al idioma de Molière, al idioma de Damien Oudul, nous passons au français. Así que los que no entienden francés, por favor, conéctense a la interpretación en español. Voilà pour ces quelques recommandations techniques. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci aux 15 personnes qui se sont connectées avec nous pour cet atelier, ce dialogue franco-péruvien autour du thème que nous avons choisi sur l'avenir des cinémas indépendants, tant en Europe qu'en Amérique latine. Cet atelier, ce dialogue se prend ces marques dans les Cinélabs. Les Cinélabs, ce sont cette suite de rencontres, de masterclass, d'ateliers de techniques et de rencontres entre les Péruviens, les Latino-Américains et les représentants européens du cinéma. L'Alliance française se fait un honneur de coordonner et de préparer ces ateliers depuis plusieurs années avec ses alliés, que sont les autres centres culturels européens du Pérou, le Centre culturel espagnol, l'Institut italien de la culture et l'Institut Goethe d'Allemagne, et bien sûr les autres ambassades, en particulier cette année l'ambassade du Portugal qui préside l'Union européenne, et puis bien évidemment nos alliés de l'Union européenne. Voilà pour ces quelques recommandations et ces quelques informations. Maintenant, nous donnons très officiellement la bienvenue à Damien. Bienvenue Damien, monsieur Damien Oudul, bienvenue. Tu nous entends, Damien? Sí, sí, je vous entends. Super. Gracias, muchas gracias. Hablo un poco español, pero no hablo muy mal et prefiero hablar francés. Ok, pas de problème. Où est-ce que tu es, Damien? Dis-nous un petit peu pour te situer dans le temps et dans l'espace. Je suis malheureusement à Paris, ça c'est l'espace, et dans le temps, je suis malheureusement en 2021 en pleine pandémie. Ça c'est le temps. Alors, il est, voilà, Damien est à Paris, il est presque 19h, 18h15 là-bas, fin d'après-midi. Nous avons 7 heures de décalage. Merci à Damien d'avoir accepté généreusement notre invitation à pouvoir dialoguer
justement avec un des principaux représentants du cinéma d'auteur contemporain français. Je vais vous faire une petite présentation de Damien. Vous dire aussi que nous travaillons avec Damien sur plusieurs thèmes et en particulier, j'en profite pour faire un peu de publicité pour notre alliance française, Amira Flores. Nous allons avec Damien et son dernier film, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, dont on proposera une avant-première pour l'Amérique latine, la première semaine de juillet. Nous sommes encore en train de décider de la date, le 7, le 8, entre ces dates-là, juillet, une avant-première de son dernier film, actuellement en compétition dans plusieurs festivals, d'ailleurs Damien nous en parlera, qui s'appelle Théo et les métamorphoses. Et ce sera l'occasion d'inaugurer la nouvelle salle de cinéma de l'Alliance française de Lima, qui a profité de la fermeture complète de ses installations depuis 1 an et demi pour entrer en travaux et donc se doter d'un équipement DCP, ce qui en fera la 4e salle DCP indépendante du Pérou, après celle du ministère de la Culture, celle du Centre culturel de l'Université catholique du Pérou, de la PUC. Et à cette occasion, donc, nous allons créer un circuit d'art et d'essai pour pouvoir aussi promouvoir le cinéma européen. Et donc, cette salle sera sous le double parrainage, son inauguration se fera sous le double parrainage de Damien, bien évidemment, mais aussi de Meina León. Meina León, vous la connaissez très certainement, vous qui vous intéressez au cinéma péruvien. Meina León, c'est la réalisatrice de Canción sin Nombre, et c'est la première et dernière représentante en date péruvienne qui a été sélectionnée à la 15aine des réalisateurs de Cannes. Quelque chose que vous avez en commun d'ailleurs, Damien, si je ne m'abuse, parce que tu as aussi été dans la 15aine pour un de tes premiers longs métrages, si je ne fais pas d'erreur. Pour mon 4e long métrage, avec Pierre Richard et Anna Mouglalis. En attendant le déluge, ça s'appelait. Eh bien, parlons justement en guise d'introduction. Je vais vous présenter un peu qui est Damien Odoul. Damien Odoul est né en 1968. Je vais vous lire très simplement et en toute transparence la notice que Damien a sur le site de notre opérateur culturel international qui s'appelle l'Institut français et qui travaille tous ces thèmes main dans la main avec les alliances françaises et le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture en France. Damien a le privilège d'être un des rares artistes qui travaillent main dans la main en étroite association avec l'Institut français. Alors, il est né en 1968. Damien, c'est un artiste pluridisciplinaire, parce qu'on va parler beaucoup de cinéma aujourd'hui, mais il travaille aussi dans le champ de la photographie, dans le champ de la mise en scène théâtrale, dramatique et de l'art dramatique, et également dans le champ de la poésie et de l'écriture. Donc, Damien est un artiste pluridisciplinaire qui s'est particulièrement illustré dans le cinéma, comme je vous le disais, mais aussi à travers ses poèmes et ses photographies. Il laisse derrière lui une enfance qu'il juge triste. Il se plonge dès l'adolescence dans l'écriture et la photographie qui lui enseignent la rigueur du cadrage. Précoce, il réalise à seulement 23 ans son premier long métrage, Mora Seix, en 1992, dans lequel il s'offre le rôle principal. Ce drame romantique restera inédit jusqu'à sa projection au Giornate degli Autori à Venise en 2004. Bien qu'il joue dans plusieurs de ses films, Damien Odoul reste un cinéaste discret et sans limite. Il poursuit ainsi sa carrière de cinéaste tout en se tournant vers la littérature et l'image le temps d'une exposition, Virtual Fight et Lymphatique, en 2007. 10 ans plus tard, il réside à la Villa Kujojima, pour concevoir son projet Oneiros, ou l'homme qui revient, et prouve qu'il est un artiste accompli en mêlant le genre documentaire à une installation sonore et visuelle inédite. De retour à la Biennale 2021 avec son expérimental Théo et les métamorphoses, Damien Odoul confirme sa singularité dans le cinéma français en posant un regard sensible sur son héros atteint de trisomie. Ça, c'est pour une petite description de cet artiste. Ouais. Tu as dit la Biennale, c'est la Berlinale. Parce que tu as dit, c'est pas grave, tu as la langue à fourcher.
mais c'est Berlinale. Merci pour cette correction en direct, Et Damien. comment Euh, elle a le temps de te traduire parce que ça va à fond. Hein. Elle traduit en même temps en espagnol. oui, oui, je pense que Claudia, tout va bien pour toi? Parce que je N'hésite pas à n'entends me même dire plus si Claudia. Non, non, À mais mon c'est normal, avis, elle n'est pas dans la même cabine que nous. On va laisser la technique s'occuper de la j'ai pensé technique que tu étais et parti en se vacances. concentrer sur notre dialogue. Claudia, si tu as le moindre souci, n'hésite pas à me le dire, mais elle est rompue à l'exercice. Okay. Merci Claudia. Donc on peut parler normalement très bien. Voilà, c'est le principe du travail des interprètes. D'accord. Alors, continuer cette petite présentation pour continuer un peu plus à entrer dans l'œuvre de Damien Odoul. Volontairement surprenante, l'œuvre de Damien Odoul se construit hors des sentiers battus. Dans un élan constant d'innovation, le réalisateur apporte un regard sombre sur notre réalité avec chacun de ses films. Qu'il s'intéresse à la déchéance d'un couple avec Errance en 2003, qu'il filme la guerre comme un théâtre de la cruauté dans La Peur en 2015, ou qu'il entraîne ses personnages dans une farce burlesque et ironique dans En attendant le déluge en 2004. Et enfin, qu'il leur donne des fantasmes immoraux le temps de l'histoire de Richard O en 2007. Damien Odoul ne recule devant aucun excès. Très imprégné par la nature et les animaux, la place de la forêt d'ailleurs dans sa dernière œuvre est très intéressante, on pourra en parler si cela vous intéresse. Très imprégné, donc je vous le disais, par la nature et les animaux, le cinéaste est également connu pour son engagement auprès des personnes handicapées, atteintes de handicap. En 2013, il Mental, fonde, handicapés mentaux. il fonde dans une forêt la résidence Silvart, un lieu d'expression pour des artistes reconnus présentant un handicap mental. Lorsqu'il revient au cinéma avec Théo et les Métamorphoses, le film à sortir bientôt en 2021, peut-être en 2022 maintenant, Ouais, il février. invite février 2022, ouais, la sortie officielle. Il invite un acteur trisomique au cœur de sa quête existentielle. Et pour terminer cette présentation, vous parlez de la célébration internationale et de la dimension internationale de Damien, très intéressé d'ailleurs par le Pérou et de possibles prolongements de travail avec nous à Lima et plus largement dans le reste du Pérou. Dès son deuxième film, Le Souffle, en 2000, Damien Odoul accède à une renommée internationale. Récompensé dans beaucoup de festivals, hein, il est récompensé à Venise d'un grand prix du jury et du prix FIPRESCI. Ce drame en noir et blanc est ensuite vendu dans 14 pays. C'est un véritable tremplin pour sa carrière qui permet à Damien Odoul de présenter ses prochains films dans les plus grands festivals étrangers. Errance en 2002 et La Peur en 2015 se retrouvent au Festival de Toronto. La richesse du loup en 2012 est présentée à la Mostra de Venise et à Locarno. Et son dernier film, justement en ce moment, Théo et les Métamorphoses, a été salué dans la section Panorama de la Berlinale. Seul En attendant le déluge, 2004, est applaudi en France au Festival de Cannes. Voilà, en quelques mots, pour vous présenter le travail de cet artiste multidisciplinaire, transdisciplinaire. Si son œuvre cinématographique traverse le monde entier, Damien Odoul s'exporte aussi pour trouver l'inspiration entre sa résidence à la villa Kujoyama au Japon en 2017 et ses différents voyages en Iran, par exemple, pour des projets à venir, si je ne m'abuse. Voilà, pour une rapide présentation, Damien. N'hésite pas si tu as des choses à compléter, à rajouter sur ton actualité la plus brûlante, peut-être, Non, ça va. en dehors du cinéma, en poésie ou en photographie. Non, non, mais là j'ai plutôt envie de parler avec les gens que tu as invités, quoi. J'ai plutôt envie de participer, voilà, qu'on parle de cette thématique que tu as proposée. Alors, ben justement, avant de rentrer dans la discussion et pour lancer cette discussion entre les gens qui nous écoutent et nous regardent sur les réseaux sociaux, les participants de l'atelier, est-ce que tu peux, pour lancer la discussion justement, nous exposer un peu ta vision et peut-être ta connaissance du paysage, de ce qu'il est coutume d'appeler en France le cinéma indépendant ou le cinéma d'auteur?
Où en sommes-nous aujourd'hui de l'état des troupes du cinéma d'auteur? Peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est pour nos amis. Le média cinématographique au Pérou est encore a de grands succès, de grandes choses en cours. Le Pérou a beaucoup d'histoires à raconter, mais il ne s'est pas encore constitué, bien évidemment, comme une industrie, comme ça peut l'être en France. Si tu peux revenir et, en guise d'introduction, parler un peu de cela, du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant. D'accord. Moi, j'ai une question d'abord. Je voulais savoir, dans tous les participants, ce ne sont que des Péruviens ou il y a aussi des Argentins, des Chiliens? C'est une question déjà. C'est une bonne question. Si vous voulez répondre, Chicos, à travers le chat, si vous voulez répondre sur le chat, je crois, on ne m'a pas signalé de présence d'Uruguayens, d'Argentins, comme ça peut arriver dans d'autres. Je crois qu'on a essentiellement des gens du Pérou. D'accord. Donc, bon, voilà. Donc, l'idée, c'est d'abord, il faut bien faire la différence. Pour moi, je fais bien la différence entre cinéma d'auteur et cinéma indépendant. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Le cinéma d'auteur peut très bien trouver beaucoup d'argent pour faire ses films. Le cinéma indé restera toujours un cinéma où l'argent reste un problème. Donc ça, il faut bien faire la différence. Moi, je me situe bien plus proche de l'indé, quelque part, du point de vue de mon parcours. Et il m'est arrivé de faire 1 ou 2 films d'auteur avec un peu plus d'argent. Mais sinon, j'ai plutôt été habitué à faire des films pauvres par rapport à l'économie de l'industrie du cinéma. Donc, je parlerai, comme on parlait de l'arte povera des Italiens, de cet art pauvre, je dirais qu'il y a aussi un cinéma qui est de ce côté-là. Il y avait un cinéma, peut-être. On pourrait peut-être déjà parler au passé, malheureusement, parce que je pense que ça va. Les cartes sont complètement en train de bouger. Et je pense que depuis 5 ans déjà, il y a des gros changements qui sont intervenus. Donc, ne parlons pas de la pandémie en plus. Et donc, il y a un cinéma à naître. Après, je ne suis pas médium, donc je ne vais pas vous faire une déclaration médiumnique ce soir, mais je sens des choses qui peuvent bouger. Ce ne sont que des intuitions. Donc, cinéma d'auteur, ok. Souvent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cinéaste, un réalisateur? Puisqu'aujourd'hui, on dit réalisateur. Bon, un cinéaste, en général, il écrit ses propres histoires. Son point de vue est lié à un univers qui lui est propre, alors qu'il y a des réalisateurs qui peuvent faire du film de commande, tout comme ceux qui font des séries, qui sont évidemment entourés de beaucoup de scénaristes et d'une très grosse équipe autour. Et là, d'un seul coup, le réalisateur devient un technicien. Le cinéaste, à proprement parler, je reviens là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne fait plus la différence, c'est celui qui a une vision particulière du monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui dérange plus ou moins, et qui nous donne à penser autrement le monde à travers le médium cinématographique. Voilà, ça c'est clair, je pense. Après, qu'est-ce que tu m'as dit? Tac, tac, auteur, là. Donc voilà, le cinéma indé, donc parlons-en parce que moi je voulais venir au Pérou, mais c'était impossible, je ne pouvais pas venir pour 3 jours. En plus, ça aurait été très frustrant de venir 3 jours puisque j'ai envie de connaître le Pérou. Puisqu'un de mes bons amis avec qui j'étais il y a 3 heures, en début d'après-midi, qui s'appelle Gonzalo Castillo, est né à Lima.
c'est un Péruvien qui est en France depuis 30 ans et qui est, il faut que tu me dises s'il y a un problème pour la traduction, mon tireur. C'est le tireur, c'est-à-dire celui qui va tirer par exemple les photos, qui est un étalonneur. Ouais, non, non, le mot existe exactement en espagnol, tiraje, hein, donc je pense qu'il n'y a Ok, pas ok. de souci. Et donc, on avait une discussion avec Gonzalo tout à l'heure, qui est évidemment très attaché à son pays, mais c'est un exilé, parce qu'il est en France quand même depuis 32 ans. Et il me disait, qu'est-ce que peut être le cinéma péruvien de demain? Donc je lui ai dit, bah, écoute, c'est drôle, j'ai un Zoom dans 3 heures et je vais parler justement avec les acteurs péruviens d'aujourd'hui, quoi. Alors ça m'intéresse, parce que comme je vais voir Gonzalo la semaine prochaine, j'aimerais bien que, par exemple, Yenaro, que je vois là, Yenaro André, là, ou un autre que je vois pas, peut-être me donne aussi. Je veux dire, on est d'accord, on peut faire ça, Nicolas, avoir déjà du retour ou pas? Ah, bien évidemment, hein, c'est toi le patron. Hein, nous sommes au service de ce dialogue. On peut ouvrir. Yenaro, si quieres, podemos. Si tu veux comprendre, toi, Damien, la question et la réponse de Yenaro, je t'invite toi aussi à te mettre sur le canal d'interprétation adéquat. Alors je fais Euh, quoi? Je Tu fais en prends espagnol? voilà, tu le prends le petit. Non, tu le mets en français. Ah ouais, alors attends. Ouais, ben là je suis en français, donc tu vas me traduire. Ok, ok, c'est parti. Yenaro, Ouais, tu has Yenaro aceptado. ou un altro hombre, hein, ou un altro. C'est pas un Qui, problème. qui ose, qui se atreve, qui ose à justement comparer, peut-être commencer à réfléchir à cette différence qui me semble importante que Damien a faite entre le cinéma indépendant et le cinéma d'auteur. Il y a une question d'ailleurs là sur le chat de Mathieu qui dit quelle est la définition du cinéma indépendant et du cinéma d'auteur en France? Mathieu, comment dire, Damien y a J'ai un déjà peu un peu répondu. répondu. Ouais. De quoi dépend-il? Seulement de financement. Je pense que oui, Damien a largement répondu. La définition du cinéma d'auteur est-elle la même au Pérou et en Amérique latine? Qui veut apporter ses Et lumières ou je dis une dernière chose, en Vas-y, vas-y, sachant que le Damien. cinéma d'auteur devient de plus en plus commercial. En France, hein. Attention, très important. Quelqu'un ose-t-il? Yo tengo una reflexión también acerca del tema. Em, la- las características del cine independiente también son cada vez más difusas. No sé si se me escucha bien. Oui, oui. ¿Sí? Oui, Las vas-y, características del cine independiente también son cada ça vez más marche. difusas. Creo que por los avances de Si, la si. tecnología, una cámara no muy costosa puede tener una resolución o una calidad también alta que puede como confundir esos límites de el cine independiente o de lo que involucra el presupuesto del cine independiente. Yo justo en estos momentos me encuentro en la preproducción de una película independiente, de un presupuesto pequeño, entre comillas, para lo que se suele... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo puedo decir todavía porque estamos en un momento inicial, pero lo que reflexionaba la otra vez... Mais c'est intéressant qu'elle nous dise quand même à peu près à combien elle va le produire. C'est quoi à peu près? Elle va mettre 50 000 euros, ça va être 4 000 euros, c'est quoi? À peu près, approximativement. Sí, bueno, digamos que arriba de los 50.000, pero igual los cachés que vamos a manejar con actores no van a ser tan altos. Buscamos actores que no tengan tanta trayectoria justamente para poder traer actores internacionales a Perú. Pero claro, el producto final va a tener una estética que de repente no sea tan independiente por la evolución de la tecnología y porque cada vez, digamos, tenemos más acceso a equipos que te dan una calidad
superior con el pasar de los años. Entonces, mi duda era esa. ¿Cuáles van a ser las nuevas características de este cine independiente como tal, ¿no? Ya sea a nivel imagen, como a nivel presupuesto, ¿cuáles van a ser los nuevos límites o características de un cine independiente? Bon, comme tu disais par rapport à ton budget, et par contre, dans la traduction, je n'ai pas bien compris. Elle dit elle veut des acteurs connus ou pas connus? Si, si. Bon, donc par rapport à ce que tu disais, ¿conoces, Samantha, conoces Samuel Fuller? Ah, no se escucha bien. ¿Conoces Samuel Fuller? ¿Conoces? Sí, Sí. sí, claro. Normalmente me confunden porque su hija es ¿Es tu Amanda tío? Fuller. C'est son grand-père, c'est son oncle, non? Elle est de cette famille? Non. No, Le pero, plus simple, pero pardon su Damien, mais hija pour ne pas se llama perdre como ceux yo. qui nous suivent Ah oui, sur le pardon. canal de traduction, Oui, je suis reste en en français parce que Oui, bien sûr. sinon ça va être compliqué. Bien sûr, pour bien tout le sûr, monde. bien sûr. Bon, donc le truc, c'est que le grand problème dont tu parles, Samantha, c'est de savoir que c'est pas le grand problème. Ça fait des années déjà on peut faire un film avec un téléphone, ok? Et ça fait des années. Bon. Et que tu peux. Bon, moi déjà, je dis une chose très simple. Tu peux avoir le matériel beaucoup plus facilement aujourd'hui. Pas avoir. Moi, j'ai connu le 16 mm, le 35 mm, le Super 8, le numérique. J'ai tapé toute la palette, comme on dit. Mais je sais que si tu n'as pas grand-chose à raconter, tu peux même avoir du super matos, ça restera toujours sans intérêt. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut des histoires, il faut des scénarios, il faut des vraies idées. De là, ensuite, évidemment, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est la légèreté technologique. Mais n'oublie pas qu'il y a des très grands cinéastes, avant que je naisse, moi, dans les années 60-70, des cinéastes qui, déjà avec une caméra 35 mm, alors c'était plus compliqué, hein, il y avait la pellicule, c'était quand même plus compliqué, mais quand même, ils pouvaient faire un film caméra à l'épaule, ils chargeaient leur pellicule, un ingénieur du son, et c'est ce qu'on a appelé le cinéma vérité. Bon. Donc, aujourd'hui, en effet, c'est encore plus simple. Tu achètes un iPhone, tu as un copain qui a un micro et qui te suit pour faire le son, et c'est fait. D'accord? Et donc, mais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu es un indépendant parce que tu vas le faire sans demander d'argent à l'État, à un producteur, à une télévision, et blablabla, et qu'après, à qui tu le montres? Comment tu le montres? Est-ce que c'est simplement le circuit des festivals? Est-ce que c'est simplement sur Internet avec la toile où d'un seul coup, tu as des amis qui montrent à d'autres amis et blablabla, et ça fait, comme on appelle, le téléphone arabe, mais je pense qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Donc, non, mais je dis, est-ce que ça va faire un... Comment on peut dire viral? Est-ce que ça va être viral? Et là, ça te permet que ton film soit vu. Le problème qu'il y a faire un film, mais il y a aussi le montrer. Est-ce que tu fais un film pour toi et pour ton grand-père et ta sœur et ta grand-mère, ou est-ce que tu fais un film pour tes copains, ou est-ce que tu fais un film pour le public? Donc, tu vois, il va y avoir toujours la problématique de la distribution et de comment montrer le travail. D'accord? Ça, c'est important. Et en même temps, tu peux être indépendant. Tu seras indépendant à partir du moment où tu n'auras pas de producteur ou quelqu'un qui vient te dire « Attends, moi, je t'ai donné de l'argent, alors tu vas faire la fin, tu vas un peu changer
parce que tu as faim, j'aime pas. Tu comprends? Là, quand tu es indépendant, ça veut dire que tu as le plein pouvoir. Tu n'as personne qui vient te dire quoi que ce soit. Ça, c'est très important. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une société où on va t'imposer des règles. Et pour moi, le problème, il est là. C'est comment tu arrives, toi, à imposer tes propres règles, c'est-à-dire ce que tu as envie de montrer. Et comment tu vas faire pour le faire? Bon, déjà, si tu le fais avec 50 000 €, que tu fais un long métrage, super. C'est déjà une bonne première étape. Deuxième étape, si ton long métrage est bien, bravo. Et troisième étape, si tu es prise dans des festivals et qu'il y a un distributeur et qui tourne, là, tu as tout réussi. Là. Vous comprenez? C'est clair ou pas? Ouais. Vas-y, Sí, Sandra. era más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Porque eso de pronto es para los que estamos en la industria y trabajamos en eso, pero de cara a los espectadores, por ejemplo, yo pienso que a nivel visual y de contenidos probablemente esos límites se van a difuminar cada vez más. Y cuando alguien ve una película independiente que de repente tiene un tratamiento no tan independiente, pienso que Ouais, podría cambiar eso, ¿no? Para el espectador sobre todo. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que mais il y a il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est quel est le spectateur de demain? Comment regarde-t-il un film? Quand tu sais qu'aujourd'hui, là encore dans le métro à Paris, tout à l'heure, je vois deux adolescents qui regardent une série à la con et qui sont sous-titrés, une série sous-titrée. Ils n'ont pas de casque, ils n'avaient rien. Dans le métro, ils la regardaient sans le son. Et ils parlaient entre eux et ils ont regardé un épisode qui devait faire 20 minutes parce que c'est le temps du métro, le temps des stations que j'ai fait. Et en même temps, ils regardaient aussi les gens qui rentraient à la station de métro. C'est-à-dire il n'y avait absolument aucune concentration que la salle de cinéma te demande. Enfin, c'est ce que tu vas chercher au cinéma. Moi, au cinéma, quelqu'un qui parle et qui vient manger, je lui dis, mais retourne chez toi, va manger chez toi et puis va parler avec tes copains au téléphone. Mais tu viens chercher autre chose, tu comprends? Donc, il y a un problème qui est, premier problème, le spectateur. Comment va-t-il regarder le cinéma de demain? Deuxième problème, ce même spectateur, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui la nourriture qu'il veut? Tu comprends? Moi, je fais pour moi un vrai parallèle entre la junk food, tu vois, tu peux manger McDo, moi je déteste ça personnellement. Hein. Bon. Mais pourquoi pas? Moi, je préfère manger un sandwich, mais je ne mangerai pas cette merde. Bon. Mais tu as un truc que tu vas avaler vite fait, tu digères comme ça, tu as faim après. Hein. En général, tu as faim 2 heures plus tard. Pareil, des gens sortent d'une salle de cinéma, ils ont mangé le film, 2 heures plus tard, ils ne s'en souviennent pas. Le lendemain, la personne ne peut pas t'en parler. Il confond déjà avec un autre thriller qu'il a vu, d'une autre série, blablabla. D'accord? Et un cinéma qui sera, et je ne parle pas d'un cinéma élitiste, attention, je ne parle pas d'un cinéma intellectuel, je parle d'un cinéma humaniste. Basta, c'est tout. Donc, je me dis comment le spectateur aussi, par rapport à ce que tu dis, Samantha, je me demande aussi quel va être son regard. Qu'est-ce qu'il va être capable de tu comprends? Est-ce qu'il va avoir envie que tu lui proposes quelque chose de nouveau? Ou comme tu l'as dit très, très justement,
avec le cinéma pseudo-indépendant, tu vas pouvoir faire n'importe quoi aussi. Comme on fait… Aujourd'hui, le problème, c'est la durée, le temps. Tu te rends compte que les gens, ils ne restent pas longtemps à regarder quelque chose. On est dans l'ère du zapping, mais au-delà du zapping. On est en surzapping. Tu comprends? C'est un monde qui ne fait que regarder des images tout le temps. On consomme comme des porcs et au final, on ne retient rien. Voilà la critique que j'aimais, moi, personnellement. Et voilà ce qui pose une vraie question. Qu'est-ce que tes yeux seront capables de regarder demain? Est-ce qu'on sera, par exemple, encore capable de s'asseoir 1h30, 2h, 2h30 dans un fauteuil et d'avoir une attention suffisamment soutenue pour pouvoir comprendre, intégrer et jouir, comme on dit en espagnol, s'intéresser vraiment à une œuvre suffisamment exigeante? Ça, c'est une grande question, effectivement, de ce que vous dites tous les deux. Et là, on est au cœur du sujet qu'on s'est proposé d'exposer aujourd'hui. Le futur du cinéma d'auteur, du cinéma en tant qu'œuvre d'art, finalement. Si je ne dis pas de bêtises, Damien, c'est un peu ce que tu dis. Sans être, toi, tu ne le dirais pas, mais moi, je peux le dire. Voilà, là, une proposition, une intention artistique qui ne soit pas qu'une intention d'entertainment ou de divertissement, un propos, une intention, une signature en disant voilà mon propos, voilà, je signe ce livre, je signe ce poème, je signe cette peinture, cette pièce musicale, je signe ce film, j'en suis fier parce que je veux dire quelque chose, je veux apporter quelque chose comme une œuvre de l'esprit, c'est le principe d'une œuvre d'art. Est-ce que ça, c'est encore possible et quelle sera sa place? Alors, pour résumer un petit peu ce que vous dites, effectivement, c'est très intéressant. D'un côté, oui, on était avant coincé, mais c'est la même chose pour le livre, que je connais mieux, par les circuits de distribution et de diffusion qui faisaient que si on voulait sortir de sa chambre et de son cercle familial et amical, il fallait rentrer dans des concessions avec des producteurs, avec des diffuseurs, distributeurs. Ça, pour le livre comme pour le film, les cartes sont rebattues, redistribuées parce que l'explosion de la galaxie Gutenberg et de la galaxie McLuhan fait que oui, maintenant, avec ces petits machins-là, avec YouTube, avec toutes les plateformes, pour le meilleur et pour le pire, on peut tous avoir accès instantanément. On peut tous se créer en 5 clics, en 5 minutes, un compte YouTube et y télécharger un contenu audiovisuel. Alors, il y a la question de la fabrication. Oui, on en a parlé avec Damien. Elle est facilitée par la réduction des machines, leur puissance beaucoup plus importante. Ça n'empêche pas le fait qu'il faut quand même avoir une bonne histoire et encore une bonne histoire, comme diraient les autres. Mais la question de la fabrication, oui, elle est simplifiée, ça c'est très certain, avant d'avoir les énormes harnachements que pouvaient avoir les productions avant. En termes de coûts, même si ça, ne l'oublions pas, il n'est pas à la portée de tout le monde de s'acheter un iPhone non plus. C'est pas parce que ça s'est démocratisé que c'est à la portée de tout le monde. Oui, mais tu sais, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de caméra 16. Enfin, je veux dire, j'étais en province, il n'y avait rien. Louer une caméra 16 à l'époque, c'était mais horriblement cher. Tu imagines pas quoi. Bon. Et sans parler de ça, il fallait la pellicule. Et après, il fallait penser laboratoire où c'était horriblement cher aussi. Bon. Donc, à l'époque, je veux dire, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Après, ça va vraiment dépendre de sa capacité à vouloir vraiment faire passer quelque chose. Et voilà, je pense que quelqu'un qui veut vraiment, qui a une histoire à raconter, et il va y aller, il va aller au bout. Et il va trouver les moyens, et il va trouver après ce dont tu parles par rapport aussi le vrai problème de ce réseau de distribution pour la suite. Je pense que c'est encore faisable. Mais maintenant, c'est de savoir, la question peut-être, je vais un peu fort d'aller tout de suite là, parce que c'est une question finalement ontologique,
à qui parle-t-on? Aujourd'hui, qui est le spectateur? Je pense que tout cinéaste a toujours cherché son spectateur. Mais il y a eu une époque où des gens allaient dans des salles de cinéma, justement, ils allaient dans des cinémas d'art et d'essai, ils allaient voir un certain cinéma. Aujourd'hui, il existe encore un peu ce cinéma d'art et d'essai, même si l'entertainment a pris le dessus et les grosses machines. Mais quelle est la place justement de ce cinéma indépendant qui se veut quand même un cinéma de réflexion et de sensation? Voilà. Donc, tu vois, quand je parlais de la nourriture, il y a bien une différence entre de la nourriture industrielle et un chef d'un restaurant qui fait un vrai travail avec ses produits, avec sa manière de cuisiner. Donc, c'est du même ordre. Donc, je vais te faire une question volontairement provocatrice, mais quel serait le McDonald's du cinéma? actuellement, Allez, balance. 95% de l'industrie cinématographique, c'est de la merde. Je note cette citation pour… Tu voulais un peu de scandale, tu en as. Non, mais moi, voilà ce que je pense. Ouais. Tu parles des blockbusters de Marvel sans dire que oui, les et pas simplement, parce qu'attention, je ne veux pas passer pour un anti-entertainment, c'est-à-dire que je viens d'un milieu populaire. J'ai été élevé à des films dits populaires, mais je trouve qu'il y avait un meilleur niveau scénaristiquement, enfin, à plein de… Et je ne suis pas un nostalgique non plus. Qu'on soit clair, si je parle avec vous, si on a voulu parler de ce problème contemporain de ce cinéma d'auteur, mais surtout bon, d'essayer de trouver un moyen de continuer un cinéma indé, c'est que je crois encore à quelque chose. Sinon, je parle avec personne et puis je reste avec mes souvenirs du cinéma. Mais c'est pas ça. S'il y a de la bonne cam dans du cinéma populaire, mais oui, c'est formidable. On a aussi besoin de ce cinéma de divertissement. Mais aujourd'hui, on parle d'une industrialisation. Je l'ai écrit dans un texte, dans un manifeste. Pour moi, le cinéma est devenu comme l'industrie d'armement. C'est du même ordre. Qu'est-ce qu'a compris Netflix? Ils ont compris qu'il y avait des addicts sur cette planète, que l'addiction, c'était vraiment un super truc actuellement. On le sait, hein, je veux dire, les Colombiens l'ont compris avec la drogue, avec la cocaïne, et Netflix l'a compris avec les séries. Moi, Netflix, je les appelle les Colombiens. Quand je parle d'eux, je dis c'est le cartel. Ben oui, c'est une autre forme d'addiction. Il y a des gens, je connais des gens qui sont addicts aux séries. Ils en sont malades. Ils passent un week-end, ils ne voient plus les gens qu'ils aiment, ils sont à bouffer de la série. D'accord? Donc, cette addiction, comment fait-on? Il y a des recettes, d'ailleurs, comme tu dis, les dealers ont des recettes dans leur… Évidemment. Et je vous parle d'un truc à vous, Péruviens, que connaissez mieux que moi cette histoire et ce problème de drogue, mais je pense à l'ayahuasca, où au Pérou, maintenant, on te parle de faux chamans, de mecs qui te font prendre l'ayahuasca, c'est n'importe quoi, alors qu'au départ, on est bien d'accord que le vrai chaman péruvien qui connaissait la puissance et qui avait le respect de cette plante ne faisait pas n'importe quoi. On ne faisait pas un tour opérateur d'ayahuasca. Bon, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que des gens comme ces vrais chamans sont remplacés par des gourous et des mecs qui veulent faire de l'argent. Et le cinéma attire l'argent et attire les gens qui aiment l'argent.
et le succès. Quand tu as 10 ans ou 12 ans, un garçon ou une fille te disent comment avoir le succès, comment réussir, ça nous pose une vraie question. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vous vois pas les autres personnes qui y a là. En vidéo, je vois que Samantha Fuller. Mais bon, je sais qu'il y a d'autres gens. J'espère que ça vous parle parce que je me dis que si vous allez essayer de faire une proposition dans votre pays, vous allez essayer de faire des films et vous allez essayer de les montrer. Et que vous comme disait Nicolas, le Pérou, vous avez du matériel, du bon matériau, quoi. Vous avez de quoi faire. Vous avez des paysages, vous avez des humains, vous avez une histoire. Donc ça, déjà, c'est assez formidable. Mais pensez, réfléchissez. Vous voulez devenir comme les Américains? Vous voulez aussi imiter les Chicanos et les compagnies? Bon, non. Vous devez trouver un truc à vous. C'est de ça dont on parle aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, chers amis. C'est vraiment un dialogue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, d'ailleurs, avec nous, hein, avec Damien. C'est dans ce dialogue et dans cette dialectique que l'on avance. Vas-y, Samantha. On ne voit que Samantha. Quería saber, ya perdí los nervios, su opinión con respecto a las nuevas plataformas que hay que ofrecen cine independiente, porque eso no era de pronto no estaba tan al alcance de la gente antes, ¿no? Para ir a ver cine independiente tenías que ir a una sala de cine independiente o buscar, ¿no? Dónde encontrarlo, dónde consumirlo. Ahora hay muchas plataformas que alojan solo cine independiente o cine de autor o cine clásico. ¿Qué opinan de ese nuevo canal para consumir este cine? Moi, je crois, c'est une très bonne question, Samantha. Décidément, plutôt des bonnes questions, Samantha. J'espère qu'il y aura une mauvaise question à un moment quand on rigole. Non, je plaisante. Non, c'est très simple. Je pense que tu vois ça, quand on parlait tout à l'heure de la problématique de la distribution, je pense que c'est ça ça fait partie, c'est une des choses sur lesquelles il faut travailler très vite. Comment justement monter des plateformes. Après, ça va être dur face à Amazon et Netflix. Quand tu vois ce qu'ils offrent et le prix que tu payes, et que tu entends les gens qui disent « Ah ouais, mais je vais sur la plateforme indé, et puis il n'y a que 4 films qui m'intéressent, il faut quand même que je donne 2,50 €. » Bon, tu vois, il y a toujours excusez-moi de dire ça de manière un peu vulgaire, mais ce putain de problème de l'argent. Toujours cette histoire de fric, quoi. Alors qu'à un moment, les choses, oui, tu payes un peu plus cher si tu veux voir quelque chose, et alors, c'est aussi ça la curiosité, c'est aussi ça, essayer d'aller vers quelque chose qu'on ne va pas te montrer sur des plateformes justement les plus connues, les plus importantes. Donc j'ai l'impression qu'un acte de résistance qui est un acte hyper important à faire au plus vite, c'est de trouver le moyen de monter des plateformes où il y a un cinéma entre guillemets indé, mais vivant, avec toutes les cinématographies du monde. Un Paraguayen avec un Tibétain, enfin bon, et des mecs qui auront tourné peut-être difficilement, je sais pas. Et là, je ne parle même pas documentaire fiction, parce que ça, c'est encore un autre problème, je n'ai pas envie d'en parler. Moi, je ne fais pas du tout la différence. Tu as fait des documentaires, d'ailleurs. Oui, mais c'est des films. Enfin, et finalement, dans mes fictions, il y a du documentaire, et dans mes documentaires, il y a de la fiction. Toujours. Bon. Mais tout ça pour vous dire qu'en effet, cette histoire de plateforme… Tout va bien, tout va bien. C'est juste on s'est réveillé pour enregistrer. Ah bon. D'accord.
au bout d'une heure. On sent que tu commences à chauffer là, donc c'est le Ouais. meilleur. Mais ça, bon, j'ai dit les trucs les pires avant. Ça. Non, et donc, c'est important cette réflexion sur la plateforme et sur comment justement pouvoir montrer, j'allais dire, le nouveau cinéma, quoi. Le cinéma qui est en train de se faire. Est-ce que tu peux recommander à nos camarades péruviens une bonne plateforme de cinéma indépendant française? Non, j'ai pas le droit de faire ça parce que tu vois, ça c'est parce qu'il y a une plateforme dans laquelle il y a mes films et tout, et puis je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ou plusieurs alors? Mais à la rigueur, bah oui, mais sauf que le problème c'est que ouais, tu vois, il y en a pas 36 quoi. Mais le problème qu'il va y avoir pour nos amis péruviens, c'est les sous-titres espagnols, tu vois. C'est que le problème il est là aussi, tu comprends? C'est-à-dire quand tu vas sur des plateformes, moi par exemple, je veux revoir un film que j'aime, que j'ai aimé, et je n'ai pas les sous-titres français. Et le film, il est en russe. Déjà, je ne parle pas le russe. Il va être sous-titré en anglais. Ok, je parle anglais, mais je vais être moins à l'aise. Et je vais passer beaucoup plus de temps à lire. Alors qu'en français, j'irai beaucoup plus vite. Voilà, il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire comment... Mais en même temps, il y a des films, on n'a pas besoin... Moi, j'ai une petite histoire à raconter, une expérience très étrange. Bon, j'ai été invité dans beaucoup de festivals dans le monde, et dont à Stockholm 3 fois, ils m'ont invité. Bon, qui est un gros festival, Stockholm, et vraiment un bon festival. Et la deuxième fois où ils m'ont invité, il y a eu un problème de sous-titrage. Les sous-titrages suédois ne sont pas partis. Et la copie était une copie française, et il n'y avait pas de sous-titrage anglais. Parce que les Suédois parlent tous anglais, très bien. Donc, catastrophe. Le directeur, le mec de la salle, il vient me voir. Le film continuait. Ça faisait 4 minutes que le film était entamé. Les sous-titres ne venaient toujours pas. Le truc avait bugué. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Normalement, tu arrêtes la séance. C'est la merde. Tu fais les gens, tu dois rembourser les tickets. Le réalisateur qui est venu jusqu'à Stockholm, c'est pas très cool, mais c'est comme ça. Eh bien, j'ai refusé qu'il arrête la séance. J'ai dit, je veux tester quelque chose. Je veux voir. Bon, alors, j'ai dit évidemment, si tout le monde sort au bout de 10 minutes d'un coup, on arrêtera la séance et tu rembourseras le ticket. Mais je veux voir. Je veux comprendre quelque chose. Ça, c'est un de mes longs métrages qui n'est pas très bavard aussi, je vous le dis, dans le sens que comprendre aussi que ce n'est pas du cinéma français où ça tchatche tout le temps, là, assez pénible. Bon, donc vous voyez que je ne suis pas chauvin. Hein. Je ne sais pas si tu traduis de l'humour aussi, parce que c'est un peu d'humour. Voilà, donc l'idée, c'est que à ce moment-là, bizarrement, sur, je ne veux pas vous dire, je ne sais plus, c'était, allez, 130 spectateurs à peu près, 150. Il y en a 4 qui sont sortis. Donc, imaginez le Q&A après. On a fait question answer, on s'est retrouvés. Et j'ai demandé à 120 Suédois qui ne parlaient pas un mot de français, mais comment vous avez pu rester quand même? Et bizarrement, et c'est peut-être ce qui m'a fait le plus plaisir, parce qu'évidemment, il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas compris au niveau du langage. Mais été pris par des humains, par des gens qu'ils voyaient parler devant eux, mais qu'ils ne comprenaient pas. Mais en même temps, ils arrivaient à comprendre l'histoire à travers les images. Donc, ils ont tous expérimenté quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Alors, si je vous donne cet exemple, c'est que je trouve que c'est une belle métaphore qui arrive une fois dans la vie. Hein. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein.
Mais enfin, il m'est tout arrivé. Hein. J'ai eu aussi, je dirais pas quel pays, parce qu'ils sont en même temps très sympas, mais aussi des mecs qui avaient commencé par la bobine 3 au lieu de la bobine 1 et qui avaient fini par la bobine 1. Donc le film totalement à l'envers. C'était à l'époque où on coupait les films par bobine. Donc il m'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La censure aussi, avec des plans floutés ou carrément censurés, coupés. Bon, j'ai connu à peu près toutes les formes de. Mais je vous raconte ça parce que j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais que c'est une allégorie en tout cas de comme quoi on se comprend si on veut se comprendre. Ce n'est pas une question de langue. Et la chance du cinéma, c'est ça. Nos histoires, qu'elles soient péruviennes, françaises ou du Kyrgyzstan ou du Kazakhstan, on sait de quoi on parle. Parce qu'on est tous des humains. Et c'est ça la force. Vous comprenez? Donc moi, quand un cinéma devient un cinéma trop genré et trop justement élitiste d'un certain point de vue, je ne suis pas d'accord. Quand je disais à Nicolas, si j'avais pu venir, je serais venu, parce que, en effet, bon, comme je suis proche de mon ami péruvien, Gonzalo, c'est vrai qu'il y a le Pérou et le Mexique m'intéressent en tant que cinéaste, moi, pour filmer là-bas. Bon, je ne sais pas si je le ferai, mais je suis très intéressé. Mon espagnol n'est pas très bon, mais je sais que je peux me débrouiller au bout de 3 semaines, mais je reste quand même, je parle très mal, mais je comprends un peu mieux. Et ce n'est pas le problème. C'est aussi me confronter à des univers différents. Mais quel est le problème alors, vous allez me dire? Eh bien, le problème, c'est ce qu'on appelle ce terme exsangue, mais malheureusement beaucoup trop, dont on est beaucoup trop coutumier, la mondialisation. Voilà la super merde. Comment? Problème ou solution? Mais on est dans cette dialectique-là. Mondialisation, problème. Or, solution, trouver la solution, c'est ce que je te dis là. C'est de mélanger. C'est-à-dire d'un seul coup, on fait des. On se mélange. On essaie de créer ensemble en se reposant des questions de vie sur cette planète, de ce monde-là. Parce qu'il y a de quoi raconter, évidemment. Entre pandémie, environnement, enfin, une espèce de monde chaotique et catastrophique dans lequel on est, ça donne quand même, ça peut donner aussi richesse à création. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier, revoyez Rome, ville ouverte de Rossellini, ou surtout le chef-d'œuvre Allemagne année zéro. Et Rossellini tourne à Berlin en 1946. Un an après, la ville a été totalement bombardée. Bon, et il nous raconte une histoire universelle d'un enfant tout seul dans les décombres d'une guerre horrible. Bon, il est italien, il va tourner en Allemagne, il tourne en allemand, et je ne crois pas que Rossellini parlait allemand, il tourne en allemand, avec des acteurs allemands, mais il est italien. Alors bon, il vient de l'Italie fasciste, vous direz. Bon, il a donc bon avec, mais quand même, lui évidemment était un antifasciste. Mais c'est ça que je veux vous dire. Quel est votre niveau de curiosité? Ou qu'est-ce qui fait que vous allez faire un cinéma péruvien bien, je ne sais pas comment dire, où vous allez vraiment parler de la problématique péruvienne aujourd'hui, parti politique, problème des Indiens, problème des. Vous en avez pas mal de problèmes là-bas aussi. Donc, forcément, vous pouvez aussi. Et puis, des choses qui vous intéressent aussi par rapport à ce que vous pouvez espérer d'un pays qui se transforme. Donc, c'est ça les véritables questions. Les enjeux, ils ne sont pas technologiques, ils sont humains. Là, j'ai assez parlé, je crois.
Non? On a encore combien? N'hésitez pas à réagir, hein, tout ça est diablement intéressant. Merci beaucoup. Oui, Damien. ouais, ben, j'attends des réactions parce que c'est vrai que je parle trop. N'hésitez pas sur le chat ou en direct. Samantha, tu lèves la main encore? Allez, vas-y, c'est pour toi. Non? Ah bon, pas cette fois. Personne moi, d'autre. pour avancer un petit peu, effectivement, parce que le temps tourne, mais on est en très bonne compagnie, et redire ce qu'a dit Claudia, Carole. sí, Claudia, Vas-y, buenas tardes. ¿Me escuchas? nous t'écoutons, nous t'écoutons. Quería una pregunta para el director y darles unas buenas tardes. ¿Qué cosas positivas ha tenido, en español lo voy a decir, qué cosas positivas ha tenido el cine durante la pandemia en Europa? Gracias. Tu veux dire dans le cinéma en termes de fabrication de cinéma ou dans le cinéma, la salle? Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. C'est le cinéma en tant… Carole, ta réponse, s'il te plaît. Je pense que c'est le cinéma en tant que fabrication d'images animées. De toute façon, la question de la salle, elle est très réglée vu que… Ah, pardon. Ok. Moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai totalement disparu pendant cette pandémie. J'étais pas du tout connecté. Donc, je dirais, je ne peux rien dire. Je n'étais pas connecté, j'ai rien voulu lire. Et je sais juste que, bon, les tournages se sont arrêtés, que ça a été compliqué. Les séries s'en sortent très bien. Je sais qu'ils ont quand même tourné parce qu'il faut de la cam. Mais par contre, le cinéma, je sais que ça a ralenti très sérieusement. Mais il y en a qui ont tourné aussi, masqués, avec des règles de sécurité de dingue. Donc moi, j'aurais jamais pu tourner un film. Moi, je ne tourne pas des films dans ces conditions-là. Mais c'est un choix. Donc sinon, je ne peux rien vous dire de plus. Et pour compléter un petit peu ce que disait Carole, mais là, à titre personnel, est-ce que tu crois qu'il pourra en sortir quelque chose de bien? Pour parler franchement, je ne sais plus. Parce que, objectivement, c'est une catastrophe pour l'industrie. Les films ont fermé, les sorties ont été repoussées, c'est un manque à gagner énorme. Mais est-ce que dans ce désastre qui a touché tous les arts et la culture, hein, est-ce qu'il y a une fleur qui va sortir de tout ça? Est-ce qu'il va germer quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir comme souvent hein, dans les théâtres d'après-crise, est-ce que quelque chose de bien sortira de tout ça? Oui, bien sûr, mais ça, on en a parlé déjà quand on s'était vu, toi et moi. Mais tous les deux, là. Moi, mais moi, je pense que c'est, tu vois, moi, je ne suis pas un pessimiste, mais de dire que oui, quelque chose va sortir de là, non, je n'irai pas jusque-là. Franchement, là, à l'heure d'aujourd'hui, le 23 juin 2021, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer parce que rebondir va être c'est compliqué. Le rebond n'est pas, tu vois, c'est pas dans l'air. Je ne sais pas comment elle va traduire ça, mais le rebond n'est pas dans l'air. Le rebond n'est pas, je sens pas ça actuellement. Donc, et je veux pas être pessimiste. Hein, je veux pas donner une espèce de vision apocalyptique et de scénario dystopique. J'ai pas envie d'être là-dedans. Mais je dois avouer que, comme voilà, il y a toute cette problématique dont tu parles, quoi, des distributeurs qui n'arrivent pas à remettre de l'argent dans les films, tout est tellement
c'est un tel bordel, quoi, que, et pourtant le cinéma français, je veux dire, en produit des films chaque année. Enfin, je crois que c'est un des cinémas, oui, au monde les plus productifs. Mais là, et alors pour te répondre très profondément, je pense, malheureusement, j'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose au niveau de la qualité et que ça ne remette pas en question la qualité. Parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est justement après des moments dans l'histoire, quoi, des moments problématiques, catastrophiques ou difficiles ou compliqués, c'est des espèces de trucs où ça redémarre. J'ai pas l'impression là. Quand des gens pouvaient dire oui, ça fera comme dans les années 30, 1930-2030, ok, l'entre-deux-guerres, 14-18, 1939-45, l'entre-deux-guerres, boum, la culture, le D'abord, je vois pas ça comme un entre-deux-guerres. La pandémie, c'est pas 14-18 non plus. Bon, donc le comparatif, il est un peu, il marche pas. Et après, se remettre en question, j'ai pas l'impression que ce soit. Moi, je vois plutôt un cinéma qui va vouloir repartir. Il va falloir remettre beaucoup d'argent. Et il va falloir réinjecter de l'argent et trouver les moyens d'en gagner. Donc très vite, ça va repartir dans une économie dure. Donc notre discussion, c'est une discussion de doux rêveurs utopistes. Mais je dis ça avec de l'humour en même temps, parce qu'il faut garder de l'humour, sinon c'est vraiment pas drôle, quoi. Donc est-ce qu'il faut faire des films comiques? C'est une question. Parce que, vous voyez, là par exemple, moi je me demande, parce qu'il y a tellement de comiques partout, il y en a partout des comiques. On est dans un monde de comiques, quoi. Des politiques sont des comiques, la plupart. On est avec des gars on pourrait vraiment en rire, quoi. Mais est-ce qu'ils nous font vraiment rire? Moi, je trouve que les gens rient moins, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'au Pérou, vous vous marrez autant qu'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai, quoi, quelque chose. Même des gens autour de moi j'entendais rire plus avant. Très intéressant comme analyse, Damien. Effectivement, je partage un peu avec toi, c'est que le monde est devenu plus grave, alors que finalement, Ouais. il a des raisons d'être plus heureux, mais il est devenu partout plus grave. Et dans ce que je comprends de ce que tu dis, qu'effectivement, beaucoup se sont transformés en comiques, c'est qu'ils ont décidé de ne pas parler sérieusement aux gens. Et les politiques, en ce sens-là, ont décidé, enfin c'est ce que je crois comprendre de ce que tu dis, et je partage cette analyse, ont décidé d'entrer, et on l'a vu au Pérou récemment d'ailleurs, d'entrer dans une espèce de charme et d'entertainment qui fait que ça les rapproche plus effectivement de… Alors, ce De n'est pas la une critique à fiction, la politique péruvienne. de la fiction que du réel. Et c'est là où finalement la fiction devient plus vraie que le réel et le réel plus fictionnel que la fiction quand les codes se brouillent. Et c'est justement, et là on en revient à l'essence du propos que tu tenais tout à l'heure, quand l'artiste, quand le créateur, allez, n'ayons pas peur des mots, quand le créateur assume son propos, il va au cœur du réel finalement, à travers une œuvre de fiction. Quand c'est l'intelligence que l'on met d'abord et quand c'est la volonté et l'intention artistique que l'on met d'abord, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un propos et que on sait où on veut aller et on sait ce qu'on veut dire. Alors, on n'est pas là pour plaire, toujours. Ça, c'est plus le divertissement et les codes faciles, formatés, qui vous donnent un cinéma formaté. Vous n'avez qu'à le copier. Hein. Vous prenez une série Netflix, vous prenez un blockbuster américain. On en a parlé d'ailleurs avec Damien d'autres occasions. Il y a des recettes toutes faites. Le schéma campbellien, le guide du scénariste de Fogler, qui sont assis sur des invariants archétypaux de l'imaginaire humain, qui fait que voilà, vous regardez tous les Star Wars, c'est ça, c'est le génie de Campbell, hein, qui a aussi, de Lucas, pardon, qui a repris ces analyses des mythologues, etc., qui vous font qu'effectivement, le voyage du héros, etc., vous avez Mais on est même plus là. Bon, ouais. On n'est même plus là. Non, mais quand tu dis ça, ça me fait penser, pour quand même être positif,
j'ai parlé dernièrement avec un garçon de 21 ans. Génération, voilà, 21 ans aujourd'hui. Alors, attention, c'est un garçon qui a déjà vu pas mal de films, qui s'intéresse vraiment au cinéma, d'accord. Mais il m'a dit qu'autour de lui, dans sa génération, là, je parle de 20-25 ans, ça commence à les saouler, quoi, Netflix et les séries. Ils sont les premiers très critiques à dire putain, mais c'est les mêmes histoires, on nous redonne le même. Donc, j'ai l'impression que s'il y a une génération critique de ce point de vue-là, qui se dit non, mais attends, je ne suis pas qu'un mouton, quoi. On ne va pas tout le temps me donner à bouffer de l'herbe et puis me dire reste dans l'enclos, là, et puis regarde ce qu'on te donne et basta. Ça m'intéresse, vous voyez. Donc, je ne sais pas si. Je suis certain qu'il y aura dans cette jeunesse des gens qui n'accepteront pas. Tu vois. Mais alors là, on parle comme là, on est ensemble, on fait partie d'une minorité, j'imagine. Bon. Une avant-garde éclairée, pour reprendre certains termes politiques. Mais ce qui est intéressant, mais on a redit tout ça, c'est ce qu'on appelle ici la formation des publicos, tu vois. Et c'est un terme intéressant. On forme le public. Un public, ça s'éduque. Ça se forme aussi. Si les gens, effectivement, c'est ce que tu reprends dans l'addiction, etc., c'est très dur de faire sortir des gens qui sont addicts, et je n'avais jamais entendu ça, mais je partage tout à fait ce point de vue. Il y a des techniques, effectivement, pour rendre les gens addicts aux images, et ces cliffhangers, ces séries, etc., ce rythme haletant, et on a tous été victimes de ça, hein, moi le premier, qui ne suis pas pourtant un grand consommateur de séries. Mais voilà, on sent qu'on est dans une espèce d'addiction. Tu as raison, c'est un besoin qu'on ne pensait pas avoir et qui finalement s'impose de lui-même. Donc, c'est bien ce principe-là. Mais alors, comment allons-nous former les publics du cinéma de demain si on a fait cette différence finalement entre les usines à images formatées et un cinéma plus exigeant qui veut dire quelque chose et qui se donne les moyens de le faire, les moyens qui peuvent être très simples. Quel est l'espace dans lequel vont demain se rencontrer des œuvres exigeantes avec des publics exigeants ou des publics cinéphiles, disons-le clairement. Est-ce que c'est le circuit d'art et d'essai? Est-ce que c'est la salle physique? Alors, tu vas me dire, j'enfonce les portes ouvertes, mais quelle sera la plateforme indépendante de demain? Et quel modèle économique derrière tout ça? Quel est le rôle peut-être des pouvoirs publics, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'effectivement, comme c'est une question d'intérêt général, en tout cas en France, hein, où la culture a toujours été énormément, ce qui n'est pas moins le cas du Pérou en tout cas, où la culture a toujours été énormément subventionnée par l'État, hein, par les impôts des citoyens, comment est-ce qu'il faut une plateforme publique de cinéma indépendant français? Je sais que l'État subventionne les salles, subventionne à travers le CNC, etc. Il y a quand même un modèle public du cinéma en France qui a permis cette biodiversité, on va dire, cette diversité culturelle. Quel est l'endroit où, voilà, je le redis, où les œuvres rencontreront leur public demain? Bon, d'abord, tu vois, là, on est justement, si je suis venu à vous, c'est parce que je viens vers des Péruviens et c'est pas le même scénario au Pérou qu'en France, tu vois. Le cinéma péruvien, il n'a pas justement son CNC, il n'a pas tout ça. Donc moi, ce que je trouvais plus intéressant, parce que le système français, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il n'y a pas. C'est évident que, comment dirais-je, c'est quand même, comme quand tu parles du CNC, c'est quand même, oui, ça permet à certains films, ça a permis à des films de se faire qui n'auraient pas pu se faire, blablabla. On sait tout ça. Ce qu'on appelle le CNC, on sait, hein, c'est le Centre national de la cinématographie. On sait tout ça, mais ce que je veux vous dire, ce qui est important, c'est que oui, les Français sont des privilégiés. OK. Culturellement parlant, nous étions encore des privilégiés. Mais mon pays a changé. Mon pays change. La culture dans laquelle je suis né change. Et on devient moins des privilégiés. Il faut quand même remettre les... Sinon, on est un passéiste. Et moi, je vois la France d'aujourd'hui. Voilà, quand je vous parlais de mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, chez les jeunes, on peut y aller. Tu vas leur parler de Louis Malle ou de Truffaut même, ou je sais, ils connaissent pas.
Voilà. Donc, il faut revenir à ces choses-là aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui, voilà, on s'est fait embarquer bah, tu sais, avec ton truc sur les dragons, quoi, tu vois, mais c'est le dragon méchant, là, c'est le dragon, enfin, pour moi, c'est le dragon dangereux, c'est pas, voilà, c'est un espèce de monstre à plusieurs têtes, quoi. Vous comprenez? Donc, j'ai l'impression qu'il faut revenir vraiment à ce rapport. Moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment, c'est que je pense qu'il faut revenir à l'artisanat, à faire des films petit budget, réfléchir, essayer en effet de les montrer. C'est un travail de fourmi, c'est un travail colossal, mais ça va à l'opposé de cette folie de production, de surproduction et d'être tout le temps. Voilà. Ça va à l'opposé. Et je ne sais pas comment après, moi j'ai l'impression, je serais péruvien aujourd'hui, je serais un Silas péruvien, un jeune ou un moins jeune, m'en fous, mais s'en fout de toute façon, parce que on peut, enfin, c'est pas une question d'âge de raconter des histoires, mais je suis certain qu'avec un pays comme le Pérou, j'aurais envie quoi, de montrer des choses et pas forcément de montrer aussi ce qu'on disait tout à l'heure, que de la tragédie ou des trucs où on se dit putain, mais c'est un pays de dingue, c'est un pays de fous, c'est pas. Non, aussi arriver à d'un seul coup, je sais pas moi, tout ce rapport aux Indiens chez vous, moi ça me fascine quoi, de se dire que les natifs, comme on dit, enfin, ou les Premières Nations, comme les appellent les Canadiens ou en Amérique du Nord, bon, cette idée de. Et puis quand on est péruvien, est-ce qu'on est un peu métis? Est-ce qu'on est complètement d'origine espagnole? Est-ce que d'où on vient? Qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce que racontent les paysages? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Comment? Surtout que c'est un pays quand même incroyable quoi, par rapport à sa diversité. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir des retours de vous par rapport à. Parce que c'est peut-être comme ça que je peux vous aider. Ce n'est pas du point de vue de la France. C'est plus. Parce que on est dans des modes totalement différents, même si, malheureusement, dans le côté artistique, c'est le problème dont tu parlais, c'est ça. Le même cliffhanger, il va être fait par un Péruvien, un Français ou un Américain. Là, il y a un problème. Parce qu'on doit inventer des nouvelles formes. On ne peut pas faire que copier. Ou alors copier, mais en étant vraiment virtuose. Ok? Moi, je ne respecte que les faussaires qui sont où tu ne reconnais pas la différence entre un Rembrandt et le mec qui a fait le Rembrandt. Alors lui, je le respecte. Sinon, celui qui prend la petite recette et qui la balance comme ça, aucun respect. Enfin, aucun respect. On ne fait pas le même métier. Je ne sais pas de quoi il parle. Il ne me parle pas. Vous comprenez qu'un film nous parle au bout de 1 minute 30, 2 minutes, ça y est, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on peut décrocher si facilement du cinéma en général, devant des séries et que les gens décrochent de plus en plus. Ah ben, j'ai pas regardé ça. Ah, je me fais chier ou ça prend pas. Vous comprenez? Et c'est exactement comme le mec qui va prendre ayahuasca ou je sais pas, MDMA et qui va se dire ah, il en a trop pris, alors ça fait plus effet. Donc il va falloir qu'il monte et qu'il rajoute un peu de cocaïne ou un peu de ou qu'il redescende avec de l'héroïne. C'est de ça dont je parle. C'est pour ça que j'en reviens à l'addiction. Je crois que je touche un vrai truc en parlant de ça parce que c'est ce que je ressens. Que je parle à des gens qui ont un problème d'addiction. Mais attention, je ne les juge pas. Je suis en train de vous dire qu'au contraire, je sais ce que c'est. Moi-même, j'ai eu des problèmes d'addiction jeune. Donc, je sais ce que c'est. Et vous tous, ou comme Nicolas vient de dire, que lui aussi, il en a bouffé de la série pour eux. Et à un moment, so what? Attends. Vous comprenez? J'ai l'impression que c'est ça, quoi, la question fondamentale. Où est ton addiction et qu'est-ce que tu en fais?
Merci, docteur Odoul, pour cette consultation. C'est vrai que ça fait. Et c'est vrai que je viens de m'en rendre compte avant que tu fasses, avant que tu dises ça. Non, mais Je viens c'est de me rendre diablement compte, intéressant, hein. Je pense je viens de me rendre qu'effectivement, compte, je me suis dit, putain, je vais me prendre un compte YouTube, je vais me faire un pognon, je vais parler à tous les Péruviens du monde pour les problèmes d'addiction. Non, je rigole. alors ça appelle plein de réflexions. On va laisser parler nos camarades, mais juste un petit complément. Pour ceux qui connaissent vraiment l'ayahuasca en termes anthropologiques, ethnologiques, il n'a jamais été question que l'ayahuasca soit utilisée par les patients, mais elle est utilisée chez les Par le Shipibo, par chaman, exemple, oui. par le médecin, Le c'est-à-dire médecin. il se met dans un état altéré de conscience pour essayer d'aller trouver la maladie chez le patient. Là, effectivement, dans la consommation ludique qui en est faite maintenant par les Occidentaux essentiellement, pour se défoncer, eh bien, c'est un autre délire. J'en profite pour saluer Yann Kounen, qui était à ta place l'année dernière dans notre invité d'honneur du Cinélabs et qui est un cinéaste franco-hollandais qui a travaillé ce thème-là sous des formes documentaires et autres. Damien Mais disait justement, n'oubliez pas… lui, il en prend, quoi. Lui, c'est un addict. Voilà. Voilà, ce que disait Damien, c'est voilà, commencer par le commencement, c'est-à-dire quelle histoire on veut raconter, quelles sont les histoires intéressantes à raconter, ne pas vouloir être une star, ou alors c'est autre chose. C'est exactement la même chose comme pour un chanteur, hein. Est-ce que tu veux chanter, pour t'exprimer, pour faire vibrer ta voix et faire vibrer le public avec toi, ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est la célébrité? Ce qui est le cas de tous les télécrochets, radiocrochets, machin, Danser avec les stars, je sais pas, enfin, qui ont germé dans le monde entier. Est-ce que c'est la célébrité, être connu devant la scène, ou est-ce que c'est une nécessité personnelle d'exprimer quelque chose que tu dois dire, que tu as une nécessité et une volonté de dire et de faire, avec la progression du chemin artistique qui, ne l'oublions pas, est du travail et encore du travail. Alors, sans pitcher vos projets aux uns et aux autres, mais est-ce que vous avez des histoires à raconter et est-ce que vous voulez justement les partager avec nous, avec Damien, pour qu'on en parle en toute simplicité et en toute transparence de ce dialogue qui va bientôt toucher à sa fin. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je te partage une question qui a été posée sur le chat, Damien. Quel est le type de cinéma en ce moment en Europe qui est le plus demandé par le public, le plus sollicité, le plus plébiscité du public? La comédie, tu disais? Oui, je pense, roman, Carole ouais, qui me pose cette question. comédie, je pense, ouais. Enfin, légèreté, je pense. Les gens ont envie de voir. Je ne peux pas te dire, parce que ça, c'est des chiffres. Tu comprends? Moi, je ne suis pas. Ça, un distributeur ou un diffuseur, il te dit tout de suite, quoi. Qu'est-ce qui est actuellement. Vu les affiches dans Paris, on peut dire qu'il y a de tout. Il y a du cinéma social, entre guillemets. Il y a de la comédie. Il y a de la comédie romantique. Tu sens que c'est encore. Il y a du thriller, mais je pense que j'ai pas l'impression qu'au cinéma, les gens aient très envie d'aller voir. J'ai l'impression que c'est plus, tu vois, les séries qui déjà font beaucoup là-dedans. Mais voilà, la question, difficile de répondre. Je suis pas. Voilà, je suis pas assez l'actualité des salles. Moi, j'ai une question parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai quitté la France pour vivre au Pérou et travailler au Pérou. Mais là, depuis la réactivation, les salles françaises ont réouvert très récemment. Le public est au rendez-vous, d'après ce que j'ai compris. Les gens sont revenus en masse dans les salles. Ce qu'on m'a dit au début, mais moins là, hein. Moins là. Mais oui, dès l'ouverture, ça a été, oui, les 2 premières semaines. Mais on m'a dit que là, ça s'est calmé, hein. Et ils pensent que l'été va être difficile quand même, les distributeurs. C'est plutôt à la rentrée qu'on va voir les choses, je pense. Il faut un peu de temps quand même. Oui, mais c'est pas ce qu'on croyait, quoi, de se dire oui, ça va repartir à fond. En plus, il y a des jauges aussi, hein. Il y a encore de la jauge, hein. Donc, tant qu'une salle ne sera pas libérée du 1 siège sur 2, etc.,
on ne peut pas encore savoir si ça repart vraiment. Mais moi, j'entends pas. Oui, c'est parti fort, mais ça s'est bien calmé quand même. Vraiment. Certains scénarios extrêmement pessimistes prédisent la mort de la salle, de la consommation d'un objet cinématographique collective bien assis sur des fauteuils devant un grand écran. Voilà, à terme. Et le fait que, par exemple, cette expérience d'1 an et demi enfermé chez soi à se piquer à la série Netflix soit justement un avant et un après. Et que nous soyons en train de vivre la mort d'un modèle qui était le cinéma d'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, on laissera la parole à Yasmine qui a levé la main. Comme toute mort, il y a une renaissance, quoi. Enfin, tu vois, ça peut, en effet. Je pense quand même que la salle, c'est un endroit particulier quand même. Et je pense que les gens Elle va auront résister toujours. selon toi. Hein? Elle va résister selon toi. On aura Je toujours pense. des salles de cinéma. Ouais, ça Comme le paraît. théâtre, finalement, dans cet ordre Ah. c'est l'endroit où se joue une opération symbolique et cognitive qui va par-delà Mais le fait pire, de juste oui, consommer le théâtre, attention, le théâtre, justement, c'est un artisanat. Et pour ça, il faut aller voir le comédien. Il faut aller sur place, faut aller. Donc attention, c'est la grosse différence avec le cinéma, qui en effet pourrait être. En effet, la salle pourrait disparaître. Mais j'ai l'impression que la salle, alors là, je parlerai d'un point de vue psychanalytique, dans nos inconscients, la salle travaille à l'intérieur de nous. Et ça, il faut relire les grands psychanalystes qui en ont parlé, quoi, de cette. Ou ce que Gaston Bachelard appelait le rêveur éveillé. Jasmine, nous te passons la parole. Nous t'écoutons. Hola, ¿qué tal? Hola, Damián. Hola, Nicolás. Yo quería aprovechar un poco el tema que tocó Nicolás sobre las salas de cine y saber un poco la opinión de Damián, porque sé que la situación del cine independiente en Francia en relación a la exhibición en salas de cine no es la misma de la exhibición del cine independiente aquí en el Perú, ¿no? Y ahora que nosotros no estamos reactivando las salas de cine, entonces tengo una disyuntiva en mi opinión, si saber si en verdad el regreso de las salas de cine es tan positivo o no, porque en el caso peruano, por ejemplo, las salas de cine no han apoyado mucho al cine peruano, le han dado los horarios, siempre le dan los horarios las últimas condiciones, la sacan de cartelera, entonces no se ha visto, o digamos, los directores peruanos no sienten tanto apoyo de las salas comerciales en cuanto al cine peruano, ¿no? En cuanto a la exhibición de cine peruano. Y ahora que no hay esa activación de la economía en las salas de cine, entonces no sabemos, yo particularmente como cineasta, no sé, no tengo una opinión favorable sobre el regreso de las salas de cine, porque en realidad lo siento como si muy poco presentes, son de muy poca ayuda, ¿no? Entonces yo quisiera saber un poco la opinión de Damián al respecto, ¿no? Dans le cas du Pérou, justement, quand vous me dites ça, c'est sûr que si la salle de cinéma n'aide pas le cinéma indépendant ou le cinéma d'auteur péruvien, c'est un gros problème. Ça, c'est sûr que c'est un gros problème. En France, par exemple, mes films n'allaient pas dans toutes les salles. Mais il y avait quand même un circuit de salles pour mes films, ce que je pourrais appeler une niche. Mais si au Pérou, vous n'avez pas la niche, il faut faire la révolution. Il faut, vous voyez, je plaisante, mais c'est ça aussi. C'est la manière de dire, c'est bon. Comment? Vous devez trouver d'autres solutions. Si la salle de cinéma péruvienne, elle est, tu comprends, elle est accaparée par un pouvoir. Je ne sais pas si c'est l'État, je ne sais pas, ou les professionnels qui veulent faire de la business. Il faut trouver, et si tu peux à Lima, trouver quelqu'un qui
où tu pourrais trouver déjà un cinéma d'arrêt d'essai, un théâtre à Lima, et puis là, tu montres tes films avec tes amis. Il faut commencer ce modèle-là, c'est-à-dire où tu résistes dans ce niveau-là, tu comprends? C'est pour ça que je parle de révolution, c'est que tu résistes en prenant en otage un cinéma et des gens, et en leur disant, attends, on va faire comme on a envie de faire nous, et ça, il faut que tu aies autour de toi des gens qui soient avec toi. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Ou bien, tu montes sur Internet ce qu'on disait avec Nicolas, tu montes une plateforme indépendante, péruvienne, avec la nouvelle génération, toi et les autres. Mais tu comprends, tu vas devoir te battre. Sinon, arrête tout de suite. Sinon, va vendre des citrons ou va faire du ski à la montagne. Tu vois. Si tu n'as pas la notion, même moi, dans le cinéma français, malgré la reconnaissance que j'ai, je suis connu pour être un combattant. Je me suis toujours battu. Donc, à un moment, attention, tu ne te fais pas que des amis. Hein. Mais c'est ça l'important. C'est qu'à un moment, il faut que tu trouves des solutions aussi pour qu'on voit tes films. C'est ce que j'ai dit au tout début de la discussion. C'est bien de faire le film, mais il faut qu'il soit vu. Ou alors, c'est comme en littérature. Tu peux avoir des écrivains qui ne cherchent pas à être édités. Tu comprends? Ils écrivent et ils ne cherchent pas à être édités. Quand on fait du cinéma, quand même, on ne fait pas un film pour le laisser pendant 30 ans de côté. ¿Entiendes? ¿Tu comprends? Entiendo, entiendo. Y de hecho yo confío bastante en que esta coyuntura de la pandemia y todo eso, pues sea como que plantee un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario en donde las salas de cine quizás se replanteen el regreso y tomando en cuenta, pues, diferentes flancos, ¿no? Porque de hecho esa resistencia que tú hablas sí la hay en Perú. Hay directores que hacen malabares para poder ser exhibidos. Hay plataformas independientes, Cine Aparte, por ejemplo, es una. Hay plataformas independientes que están exhibiendo trabajos, entonces sí hay esa resistencia. Y esperamos pues que la pandemia y el resurgimiento de las salas de cine pues venga con un nuevo enfoque, ¿no? Con un apoyo más al cine nacional, ¿no? Muchas gracias también. Oui, mais ça va vous demander de vous faire entendre encore plus, tu vois. C'est pas parce que la pandémie que vous allez, tu comprends? C'est aujourd'hui, quelle est ton action? Comment tu vas vraiment passer à l'action directement? C'est ça la vraie question. Et comment tu vas te faire entendre? C'est ça la vraie question. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai envoyé, j'avais écrit. J'allais Voilà. Comme il est un peu clôturer par ça. J'aimerais bien Damien. Ce que je te propose, j'aimerais bien. Non, mais parce qu'on peut en parler un petit. Ouais. On peut en parler un petit peu après. Je le lis en français et puis tu peux traduire en même temps, c'est bon? Non, mais Claudia a fait le job. On lui a passé le texte. Donc non, mais voilà. Mais Claudia, tu m'entends? C'est bon? Tu as traduit, Claudia, le texte, ça va? Donc, le cinéma. Alors, ça, c'est un texte, il faut dire à tout le monde, c'est un texte écrit, c'est un manifeste. Un pamphlet et manifeste poético-cinématographique. Donc, j'ai écrit un très long texte sur mon amour du cinéma, mais aussi les critiques que j'ai à faire du monde du cinéma. Adelante. Le cinéma que j'imagine, un renversement, salto arrière dégingandé, cinématographie nouvelle et lacustre à la fois, avec la caméra comme chemin de pénétration. Est-ce encore pensable? Seuls les petits, les modestes disparaissent.
des films qui n'ont pas besoin du label, mais qui l'ont, des films qui en ont rudement besoin et qui n'ont rien, même pas les yeux pour pleurer. Je te le dis tel quel, regardeur, toi qui me lis, regardant, la bataille à mener est prenante. Un catafalque pris dans la glace, les chevaux d'Eisenstein, ces chevaliers teutoniques engloutis, sans effets spéciaux, pour le plus grand bonheur des foules, l'émotion sublimée, tout à l'écran. Bon, je ne sais pas comment, parce que tu as fait une traduction quand même très rapide, je t'ai envoyé ça au dernier moment. Je ne sais pas comment ils l'ont entendu, mais je vous dis, je réponds à Jasmine, je réponds à Samantha, quoi, tu vois, de cette manière de dire qu'en effet, la bataille à mener est prenante. Ça, il faut en avoir conscience. Sinon, tu rentres de l'autre côté. Tu fais entertainment, tu fais industrie, tu fais de l'argent. Et tu fais ce que j'appelle de la merde. Mais c'est mon point de vue, c'est tout. Merci Damien, merci pour cette lecture. N'hésitez pas, on pourra vous transmettre les références de ces textes, les images d'ailleurs que l'on a de ces textes de Damien, qui est aussi poète, je le rappelle. Damien a souligné quelque chose, on s'approche de la fin de nos échanges, il a souligné quelque chose d'important, ça ne va pas de soi. Si on décide d'entrer dans le commercial, oui, on accepte certaines règles et on s'y plie. Et effectivement, la voix est celle qui est dominante et elle est toute pavée, elle est concurrentielle, elle est faite de concessions. Si on décide d'assumer un propos artistique, on emprunte un autre chemin. Mais c'est ce que ça m'intéresse parce que c'est ce que j'ai dit par ailleurs pour d'autres gremios, on va dire, pour d'autres disciplines artistiques au Pérou. Je pense qu'il y a une responsabilité, certes, de l'État, du ministère de la Culture, avec tout ce que ça représente au Pérou, d'aider sur argent public les domaines artistiques qui sont parfois considérés comme des niches fiscales. Mais il y a aussi une responsabilité des artistes eux-mêmes et des organisations du milieu lui-même, dans la musique, dans le théâtre, dans la littérature. C'est ce qui s'est passé, sans donner aucune leçon, parce que bien entendu, la France n'est pas meilleure que qui que ce soit dans ce monde-là, mais historiquement, il y a eu des luttes. C'est un peu ce que dit Damien. Les choses ne se sont pas imposées d'elles-mêmes. Il y a des acteurs derrière qui s'organisent, des artistes qui se fédèrent, des salles, etc., pour pouvoir être indépendants, véritablement indépendants. Et on en revient, et ce sera une bonne conclusion à ce qu'on a dit au début, c'est ne pas dépendre. Ne pas dépendre de personne et donc réussir ensemble à assumer la production, la diffusion, la distribution et pouvoir rencontrer son public sans avoir rien à demander à personne. C'est une auto-organisation du milieu et ensuite peser sur les décisionnaires, sur les autorités publiques, mais effectivement faire en sorte, alors ce n'est pas un appel à l'autogestion et à la révolution comme Damien, mais faire en sorte qu'effectivement on puisse créer, et là encore je termine par ce que j'ai commencé, mais l'Alliance française est à votre disposition pour ça. C'est bien ce que je vous dis là. Notre salle qui va s'équiper d'un projecteur DCP, c'est aussi pour donner un espace d'expression aux artistes cinématographiques péruviens. C'est ce qu'on fait à travers les Cinélabs, c'est ce qu'on fait à travers… Il y aurait la question des festivals qui est importante, qu'on n'a pas abordée aussi, Damien. Il y a la salle, mais il y a aussi le festival. L'Alliance française, je vois d'ailleurs que Mathieu est peut-être à l'Alliance française, d'ailleurs, qui vient de prendre sa caméra. Mathieu est un artiste en résidence à l'Alliance en ce moment. C'est ce que nous voulons, effectivement, armer, constituer ensemble un circuit de salles indépendantes qui permettent justement que le cinéma péruvien ne soit pas programmé le lundi matin à 8h du matin par les grandes salles mainstream du circuit commercial et qu'on dise ensuite que ça ne marche pas. Bah oui, aucun film ne marchera le lundi matin à 8h du matin, c'est sûr. Donc, mais ça, c'est la fin.
C'est-à-dire que ça n'est pas le début. Effectivement, les circuits commerciaux doivent programmer un peu de cinéma péruvien. Ils peuvent aussi être un peu plus, comment dire, pas contraints, mais conseillés, on va dire, par les autorités publiques pour que le quota d'image, le quota d'écran soit plus favorable au cinéma péruvien, parce que les histoires péruviennes intéressent les Péruviens. Moi, je le crois profondément avec l'œil extérieur que j'ai. Le Pérou a énormément d'histoires à se raconter et les Péruviens ne demandent que ça, qu'on leur raconte leur propre histoire. Ça fait partie de ma vision, de ma mission ici. C'est ce que j'ai essayé de développer à travers la narration graphique, à travers l'aide au cinéma, à travers la littérature. Je pense que pour que ce pays avance, franchement, et on est presque là dans la psychanalyse des nations, il a encore beaucoup d'histoires à se raconter. Pas politiquement, à travers le détour de la fiction, encore une fois, qui est peut-être la meilleure manière d'accéder à la réalité. Donc, ça n'est pas une publicité que je fais pour l'Alliance française, mais nous sommes en train de monter ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des œuvres qui ne rentrent pas dans le circuit commercial. La salle du cinéma de l'Alliance française de Lima et des Alliances françaises du Pérou sont à votre disposition pour exprimer les jeunes talents et les jeunes talents du Pérou. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez encore quelques petites choses à dire. Il nous reste quelques minutes avant que notre traductrice s'en aille parce qu'elle est appelée par un autre engagement, parce qu'on a une succession de beaucoup d'activités cette semaine. Donc, si vous avez quelques paroles à proférer, c'est maintenant. Samantha, c'est à toi. Primero, gracias, porque creo que era lo que pasaba por mi mente en mis otras intervenciones, pero tenía muchas ganas de escuchar su mirada y como por dónde veían el camino, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, ¿no? Aliarnos entre todos los agentes del sector para poder impulsarlo, y si hay instituciones que pueden armar esos espacios que son los que hacen falta para el cine peruano, me parece lo más ideal. Yo voy a ser la primera en tomarles la palabra. Luego tenía una pregunta más para Damián, o bueno, también para ti, Nicolás, que era, por ejemplo, en mi caso, yo tengo ese interés por ambos tipos de cine. No podría como yo encasillarme en el tema de cine independiente, ni tampoco en cine puramente comercial. ¿Qué consejo o recomendación darían en ese aspecto como de pronto directora o productora de cine, de cara al posicionamiento en el sector, ¿no? Porque la mayoría de gente toma una decisión por un camino o por el otro, pero ¿qué pasa cuando tienes ese interés por, digamos, el cine en general o el arte en general en cualquiera de sus formas? Bah, moi, j'ai choisi mon camp. Donc, je ferai jamais de cinéma commercial, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Et parce que je pense d'ailleurs de ne pas savoir le faire. Je pense que je serais incapable de... Donc à un moment, je ne pense pas que tu puisses être des deux côtés. Je pense que c'est impossible, tu vois. Il faut... C'est la vie, ça, c'est bien d'ailleurs. À un moment, il faut se positionner. Et c'est un peu cruel de te répondre ça, mais c'est la vérité. C'est que faire les deux, c'est pas possible, parce que c'est comme si tu me disais, tu vois, c'est des langages totalement différents, c'est des codes différents. Alors, à moins d'être geek et totalement schizophrène, mais avec une schizophrénie où tu peux quand même travailler, tu ne peux pas passer de l'un à l'autre, parce que ce n'est pas les mêmes mondes. Tu comprends? Donc, comme disait le poète E.E. Cummings, poète américain que j'adore, génial, du XXe siècle, dans un de ses poèmes, justement, où il est confronté à choisir d'embrasser le drapeau américain et d'aller faire la guerre ou pas, il répond, et j'en fais ma pratique.
il y a de la merde que je ne mangerai pas. Voilà. Alors si, voilà, je crois que j'ai tout dit, tu vois, mais je te dis quelque chose de... Tu en feras ce que tu voudras, tu vois. Il faut que tu aies l'expérience, c'est tout. Moi, ce qui m'a amusé, c'était de devoir tout le temps slalomer, tu vois, et faire des films à l'arrache. Tous mes films, il y a eu des problèmes, tous mes films. Mais quelle excitation aussi, tu vois. Ça me portait aussi. Donc, il y a cette idée, en effet, pour moi. Plus maintenant, hein. Là, je vous parle de 30 ans de cinéma. J'ai commencé très tôt, j'ai fait mon premier film, j'avais 19 ans, et mon premier long métrage, j'avais 23 ans. Donc, j'étais très jeune, quoi. Mais, comment dire, je me suis amusé quand même, au début. Parce qu'il fallait tout le temps trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si elle peut le traduire, mais c'est traficoter. Ça veut dire que tu trafiques, quoi. Il faut être malin. Et tu veux faire entendre ta parole, une parole. Et c'est ça qui te... La nécessité. Le stimuli, il est là. Tu vois. Donc, fais-toi plaisir déjà. À moins que tu veuilles gagner de l'argent beaucoup, ça c'est autre chose. Tu veux t'acheter une villa à Caracas ou je sais pas, ça c'est autre chose. Mais si tu veux expérimenter quelque chose, bah ouais, c'est une autre. C'est pour ça que tu peux pas être sur les deux tableaux. Il y a une expression française, mais bon, au Pérou vous devez avoir les mêmes, mais tu peux pas avoir les deux. À un moment, il faut choisir son camp. Tu vois. Je pense, hein, après, je pense que comme on peut être amoureux de deux personnes à la fois, on peut aimer deux parfums très forts de la même manière. Je ne dis pas. Mais là, à un moment, de toute façon, c'est même pas toi qui vas décider. C'est eux qui décident où ils vont te caser. Où tu seras reconnu, tu comprends, comme une commerciale, ou tu seras reconnu comme une artiste et plus. Et là, il y a pas, tu fais pas les allers-retours. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de Samantha Fuller. Mais non, mais ça m'a fait plaisir de discuter, en tout cas de voir aussi vos visages à toutes les deux, et puis de savoir que vous faites des films. C'était important pour moi, je l'avais dit à Nicolas, je voulais aussi voir des gens, j'en ai pas vu assez, mais c'est pas grave, mais c'est déjà bien. Et puis entendre aussi ça. Voilà, vous êtes en train de... J'espère qu'il y a des mecs aussi, mais bon, on s'en fout. Hein. Je rigole. Le cinéma péruvien, en fait, que des femmes. Ce serait formidable en même temps. Pourquoi pas? Vous pouvez, ouais, c'est pas mal. Le nouveau cinéma péruvien, il n'y a plus un mec. Où est-ce qu'ils sont, vos mecs? Vous les avez, je sais pas. Mais ça peut être très intéressant. Non, mais je plaisante, je plaisante. Avant de finir, je vais vous montrer. Empoderamiento de la mujer. Pour finir, attends. Pour finir, je vais vous montrer un truc. C'est une artiste. Je vais vous montrer quelque chose. Ça dit tout. Ça, c'est une artiste handicapée mentale que je connais, qui est du Rwanda. Elle a vu sa mère se faire tuer devant elle, égorgée. Elle avait 8 ans. Elle a 35 ans aujourd'hui et elle est ce qu'on appelle débile léger, profond. Débile. Enfin, je déteste les termes psychiatriques. En fait, elle est restée à l'âge de 8 ans. Et c'est une artiste de ce qu'on appelle l'art brut. Donc, ce qu'on appelait l'art des fous, l'art brut. Les artistes handicapés mentaux, mais des vrais Deux segundos, Fabián. Claudia, vamos a despedir a Claudia, nuestra intérprete, porque tiene otro compromiso. Así que voy a asumir humildemente la traducción para terminar ese conversatorio. Ouais. Gracias, donc, Claudia. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro evento de Cinelabs. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, vous voyez ça? Elle l'a fait. Es una escultura. Ça, c'est l'œuvre. C'est une sculpture, oui.
Voilà. Damien Ça, está ça, hablando de lo que se llama arte povera en italiano, ¿ah? El arte non, pobre. arte povera. El Non, arte- non, 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 non. Art brut. Non, non, non. Art brut. Ah, non, Art non. brut. Art, Ajá. art outsider ou art brut. Mais c'est pas arte Outsider. povera du tout. Listo, listo. Si, si. No es arte Et povera, sino arte bruto. voilà, je Arte vous montre outsider. ça parce que ça, elle l'a fait avec rien. Les enseño eso porque Du bois, eso lo he hecho con nada. Madera, du bois, de la laine lana et des fougères. y helechos. Entonces, c'est no hay, magnifique. nos enseña eso porque para significar que no hay necesidad de tener grandes medios, recursos para poder justamente entrar en una producción de una obra de arte. Voilà, c'est pour revenir à l'artisanat. Et c'est magnifique, c'est une œuvre que je trouve admirable. Lo que dijo él, Elle a été justamente, faite, para volver al tema de la artesanía, ¿no? Aplicada al cine. Él lo encuentra en una obra magnífica que ha sido hecha elle a été faite avec le cœur. C'est tout. con el corazón, más que otra cosa. Bon, merci en tout cas. Muchas Muchas gracias. a Hasta todos luego. realmente. Merci a toi, Damien. Muchas gracias realmente por esas palabras que vienen del corazón también. Y cuando, merci pour ces mots qui viennent du cœur. Merci, Mathieu. Y creo realmente que cuando se habla de corazón a corazón no hay países, sino que coincidimos todos porque hablamos sin mentira, hablamos con el corazón. Merci beaucoup, parce que je pense que quand tu as parlé avec le cœur, et quand on parle de cœur à cœur, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de langue, et on se comprend. Entre artistas, justamente, il n'y a pas de mensonge. Tu as parlé franchement, et je t'en remercie beaucoup. C'était très intéressant. Eso lo encontré muy interesante a nivel personal, realmente, entrar en esos temas del futuro también. ¿Qué vamos a hacer con la producción cinematográfica independiente, artística, en un mundo aplastado por la imagen de gran consumo industriel? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec voilà, ces créateurs artisans, comme tu dis, artistiques, cinématographiques, dans un monde qui est écrasé par l'image industrielle? Otra vez, bueno, antes de despedirme, les voy a pasar el trailer de la última película de Damien. Je vais vous passer la bande-annonce du dernier film de Damien. Les voy a poner en el chat ahora mismo el link, porque yo sé que a veces no funciona bien. Je vais vous mettre aussi dans le chat le lien de la bande-annonce y les voy a compartir mi pantalla porque yo sé que a veces la pantalla, al compartir la pantalla, se corta o el sonido o la película no se ve bien. Así que si no tienen buena calidad, si vous n'avez pas une bonne qualité de diffusion à travers le partage d'écran que je vais vous faire, parce que j'ai expérimenté ça plusieurs fois, je vous l'ai mis dans le chat. C'est Théo y les Metamorfoses. Les dejamos con eso, agradeciendo a Damien, a todos ustedes. ¿Qué nos dice Mathieu Chao, chao. para terminar? Adiós. Muy interesante, me hace pensar la referencia, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, de la banda de música Scred Connection. Nunca en la tendencia, pero siempre en la buena dirección, en el buen sentido. Merci Mathieu por cette contribution. Cuídense todos, realmente, cuídense de los terremotos, de los temblores, de todos los peligros de nuestro tiempo. On a eu un tremblement de terre assez fort, Damien, pour que tu saches, cette nuit. 6 sur l'échelle de Richter. Okay. Tuvimos un temblor fuerte en Lima esa noche, de 6 en la escala de Richter. Pero estamos todos a salvo. Merci encore. Y acá tienen mi compromiso. Lo que les propongo, chicos, chicas, es que después de esos Cine Labs, después de ese festival de cine, hagamos un encuentro en la sala de la Alianza Francesa para hablar todos juntos del futuro del cine independiente en Lima y de cómo armar juntos un espacio o espacios bien de expresión. Sin experimentar, estamos justamente, no hay que impedirse y que prohibirse nada, es el papel de un centro cultural realmente.
Je prends un engagement ici, Damien, devant nos participants, de leur proposer des états généraux du cinéma indépendant au Pérou dans la salle de Française de Lima pour qu'on puisse discuter des espaces d'expression pour le futur du cinéma indépendant et du cinéma d'auteur au Pérou. Bonsoir à Paris, bon appétit. Ouais, et puis moi, et je viendrai faire un film l'année prochaine. Je te laisse le mot de la fin avant de partager. Vas-y. Non, je disais, et moi je viendrai faire un film l'année prochaine au Pérou peut-être. Parce que je vais aller au Mexique cet hiver, c'est sûr. Et je me dis que je passerai bien au Pérou là, en janvier ou février. Voilà. Donc, Dice Damián s'il y en a qui veulent me contacter, tarde o temprano vendrá s'il y en en el a, Perú voilà. el próximo año. Él va a ir a México, pero sí o sí vendrá a Perú porque tiene muchas ganas de visitar del Perú y el país y de hacer una película acá. Entonces, si algunos de ustedes quieren quedarse en contacto con él, entrar en contacto, vas-y, Damián, tu leur donnes Voilà, tu peux donner mon adresse email à ceux qui veulent me contacter parce que je pourrais les rencontrer à Lima comme ça. Ok. Entonces, no duden en contactarnos, les transmitiré, es una oferta de Damián, que justamente les daremos su email, su correo electrónico, para que ustedes los puedan contactar y ustedes se encontrarán de verdad en Lima en la ocasión de su próxima venida, organizada con la Alianza Francesa. ¿Ok, chicos? Súper, muchísimas gracias. Gracias. Merci beaucoup, Damien, pour cette offre. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Ciao, ciao. Adiós. Merci beaucoup. Au revoir. Et on termine avec... On se parle plus tard, Nicolas. On se parle plus tard. Ouais, Je m'appelle To. tout le monde voit mon Je écran? vis dans cette maison depuis que je suis né. J'ai décidé de devenir un maître d'arts Ça passe pas bien. martiaux. Mon père, il se prend parfois pour un bûcheron, mais il est photographe. Mon père m'apprend chaque jour de nouvelles formes martiales. Samouraï! Samouraï de mes couilles, oui. En fait, c'est un camp d'entraînement secret pour guerriers paisibles. Mais moi, je ne suis pas paisible. J'ai rencontré la réincarnation de Bob Marley. Je ne peux pas croire qu'un Rasta qui prône l'amour ait envie de bouffer un trisomique qui cherche l'amour. Quelque chose doit se transformer. Et ce quelque chose, c'est moi. Voilà, merci beaucoup. Muchísimas gracias con todos. Espero que ese pequeño diálogo franco-peruano sobre el cine independiente y de autor enmarcado en los Cine Labs del Festival de Cine Europeo de este año les haya gustado. Seguimos y les doy justamente una cita para el 7 o 8 de julio para que puedan ver en la sala de cine de Lima y a través de la plataforma que vamos a armar la última película de Damien Oudul, Théo et les Métamorphoses, Théo y las Metamorfosis, en avant-première, porque está ahora en Berlín, ¿no? Damien, elle est sélectionnée à Berlin? Oui, oui, ben là, oui, il était à Berlin. Là. Il y a eu la projection. Là. Ça s'est passé la semaine dernière. C'était plein, c'était une grosse projection en plein air à la Berlinale, à Kreuzberg. Súper, ahí estaremos. Eso, Yasmin, te esperamos en la Alianza. Chao, nos vemos, cuídense. Gracias, Merci gracias beaucoup, por Damien. invitarse. Muchas gracias, Damien, por tu tiempo Merci, y por merci. haber compartido Ok. con nosotros tu visión del cine de autor y del cine independiente. Merci à tous. Merci à Damien Ciao. d'avoir partagé sa vision du cinéma d'auteur et du cinéma indépendant. Et à très bientôt. Hasta luego. Au revoir. Chao, chao. Ciao.